Donc bonjour, au nom de toute l'association Actu 5, je vous souhaite la bienvenue donc pour ce premier débat de l'année sur les retraites. Pour ça, donc, on a fait venir deux acteurs qui se sont pas mal fait remarquer dans l'actualité, dire pas forcément par les médias, mais dans leur implication. Olivier Vial, qui est président de l'UNI, et Pierre Dubowski, si je n'écrange pas votre nom, hein, c'est ça, qui est donc le responsable des jeunesses socialistes sur la ville de Paris. Je vais vous faire une brève présentation des retraites, de la réforme des retraites, de ce qu'il en est dans le système français. Ensuite, nous aurons des questions, donc tout d'abord sur la réforme en elle-même, son contenu, sur la justice, sur l'équité de la réforme, et ensuite on abordera plus le mouvement social, les grèves et les mouvements étudiants. Alors, tout d'abord, le système français de retraite est confronté à des déficits qui menacent sa pérennité. 32,3 milliards d'euros en 2010, 45 milliards d'euros en 2020, selon le Conseil d'orientation des retraites. Cette situation, qui résulte du vieillissement démographique, a été accélérée par la crise économique. Pour répondre aux enjeux démographiques, l'âge légal du départ à la retraite est fixé aujourd'hui à 60 ans et sera porté, puisqu'il a été voté par le Parlement, à 62 ans en 2018. Cette augmentation donc sera progressive. L'âge augmentera au rythme de 4 mois par an à partir du 1er juillet 2011 pour atteindre 62 ans en 2018. Donc, durant ce débat, on va essayer de répondre à la question si le choix de ce recul de l'âge légal de la retraite était-il le bon choix, celui qui favorisait l'efficacité et la justice sociale. Et on va commencer tout d'abord avec la première question pour Olivier Vial. On va lui demander juste si... pourquoi cette réforme a été faite maintenant, alors qu'elle avait été prévue par la loi Fillon à partir de 2013 ? Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler un peu des retraites. Effectivement, on a été assez actifs sur la période en lançant un collectif qui s'appelait Retraite Génération Sacrifiée, avant que tout le monde parle de génération sacrifiée, parce que on s'était dit qu'il y avait des raisons de manifester pour les jeunes, mais ça a été exactement des raisons inverses de celles pour lesquelles les jeunes ont manifesté en voulant la retraite à 60 ans, alors que finalement on est dans une situation où économiquement, avec le système de retraite tel qu'il était financé par de la dette, on savait que c'était d'autres générations qui avaient payé des retraites et qu'on venait d'une génération qui va avoir des difficultés beaucoup plus importantes que les précédentes. Tout simplement parce qu'on est la première génération à devoir financer la retraite de nos parents, mais aussi la retraite de nos grands-parents. En même temps, il va falloir sûrement financer, et ça, on l'a un peu passé sous le silence, mais il va falloir aussi compléter notre propre système de retraite, parce qu'on aura peut-être, je ne veux pas noircir le tableau, mais on sait aujourd'hui que la situation va encore être difficile et que la réforme, pour être honnête, va vraiment dans le bon sens, mais elle n'était pas encore suffisante. Et donc, on est dans une situation où on doit financer la retraite de nos parents, de nos grands-parents, notre propre retraite. On doit en même temps financer les dépenses de dépendance avec un des prochains sujets qui a été abordé. Et le FMI a mis en avant un chiffre qui fait un peu peur à tout le monde. C'est que le coût de la crise financière qu'on connaît depuis 2 ans, par rapport au coût du vieillissement, ça va représenter moins de 1 pour 10. Donc le coût du vieillissement est la vraie bombe budgétaire qui va nous attendre dans les prochaines années. C'est notre génération qui paye tout. Et finalement, on a un peu regretté que dans le débat, notre génération ne prenne pas vraiment ou la parole pour défendre les acquis sociaux des aînés, les acquis sociaux qu'eux ont et que nous, on financera sans les avoir. Donc c'est un petit peu pour ça le débat. Alors, pour revenir à la question, oui, il fallait... faire cette réforme à ce moment-là parce que la crise avait renforcé les déficits. On était à, vous dites 32 milliards, c'est le chiffre du corps, il a été réactualisé à 39 milliards cette année, et on sait que ça s'accélérait très vite, et on sait que malheureusement la réforme Fillon telle qu'elle avait été faite il y a déjà quelques années n'était déjà pas suffisante. Et on sait tout ça parce que tout simplement le problème des retraites, c'est pas un problème nouveau. Depuis 1991, on savait qu'on allait dans le mur, puisqu'il y avait un premier rapport qui avait été fait par Michel Rocard, et on savait qu'on allait dans le mur, mais on n'avait rien fait, et à chaque fois, on a fait des réformes qui étaient des réformettes, qui étaient là juste pour pallier à un problème budgétaire à court terme. C'est ce qu'on a encore fait en partie, puisqu'on n'a pas pu aller aussi loin qu'il le fallait, puisque le vrai sujet,
c'est effectivement l'âge de départ à la retraite vis-à-vis de la démographie. Pour redonner un chiffre très précis, le régime par répartition a été... l'idée du régime par répartition et les premiers régimes de retraite ont été créés en 1910. À l'époque, on partait à la retraite à 65 ans, l'espérance de vie était de 50 ans. Aujourd'hui, on va partir à la retraite à 60 ans toujours, parce qu'il faut attendre 2018 pour être 62 ans. L'espérance de vie est 81 ans, et en 2050, on partira à la retraite à 62 ans, l'espérance de vie sera de 91 ans. Donc on a un décalage de plus en plus important, et chaque fois, dans la période, par exemple cette réforme, on a beaucoup glosé sur le fait qu'elle était injuste, et qu'elle faisait porter beaucoup trop d'efforts avec l'âge de la retraite. C'est faux, puisque finalement, dans les 40 prochaines années, on va augmenter l'âge de la retraite de 2 ans, alors que l'espérance de vie, lui, aura augmenté de 10 ans. Donc, en gros, ces 2 ans-là, il faudra financer 8 ans de retraite de plus. Donc, c'est vraiment un sujet qui mérite de s'y attarder un petit peu. La démographie est le cœur du problème. On va revenir après, merci beaucoup. Monsieur Dubovetsky, est-ce que le seul moyen d'agir face à cette crise sur le financement des retraites, c'est d'agir sur la démographie par rapport au vieillissement de la population? Alors, pour répondre à cette question, et je ne sais pas si on m'entend là, si le micro porte assez. Dans ce cas-là, je vais prendre le micro. D'abord et avant toute chose, je veux dire que je souscris parfaitement à l'analyse qui a été posée en introduction, à savoir que c'est bien le vieillissement qui nous met dans une situation déficitaire chronique depuis un certain temps maintenant, qui est extrêmement grave. La première chose, comme élément de réponse, c'est que non, évidemment, ce n'est pas la seule solution, mais surtout, ce n'est pas une solution. Pourquoi est-ce que reculer l'âge de départ légal à la retraite n'est pas une solution? Tout simplement parce que vous savez, aujourd'hui, la barre légale est fixée à 60 ans. Or, le taux moyen de cessation d'activité est de 59 ans. Autrement dit, la plupart des gens aujourd'hui finissent finalement leur activité avant même de pouvoir partir en retraite. Autrement dit, l'année qui les sépare de 59 ans à 60 ans, cette année-là, ils ne cotisent pas. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont dans une très grande précarité. Toujours est-il qu'ils ne contribuent pas à l'effort financier dont nous avons absolument besoin pour financer le système de retraite. Aujourd'hui, on peut estimer qu'en 2010, le chiffre est relativement récent, le taux de chômage des seniors a augmenté de 17%. Le taux d'emploi des 60-64 ans est de 16%. Autrement dit, le fait d'élargir cette assiette... Ouais, aujourd'hui, sur la retraite, hein, déjà. J'aimerais finir ma réponse. Par conséquent, le fait aujourd'hui de demander aux gens de travailler plus longtemps, alors qu'en réalité, ils n'en ont pas les moyens, parce que notre économie aujourd'hui souffre d'un chômage qui touche les 10%, quasiment 4 millions de personnes aujourd'hui, et donc, au vieillissement de la population, je rajouterai une deuxième raison à ce déficit, c'est le fort taux de chômage en France. Plus vous avez de chômeurs, moins vous avez de gens qui donnent dans le pot commun des retraites à l'instant T, c'est-à-dire que le principe de la répartition, c'est qu'au cours de l'année 2010, ceux qui donnent dans le pot commun parce qu'ils travaillent, qu'une faire-part de leur salaire est versée au système de retraite, financent directement les retraités de 2010. Ils ne se refinancent pas eux-mêmes pour l'avenir, ils financent à l'instant T ceux qui sont inactifs dans la société. Et bien par conséquent, lorsque on a un fort chômage, on n'est pas en mesure de financer leur retraite. On a d'autres leviers par contre. D'abord, on peut demander à tout le monde de contribuer. Le problème est grave. Donc on peut demander aux revenus du capital de contribuer un peu plus. Les stock options ne sont pas taxés. La participation et l'intéressement ne sont pas taxés. D'autre part, il y a aujourd'hui de très fortes exonérations de cotisations patronales. C'est-à-dire que, vous savez, le salarié donne dans le pot commun, son patron donne dans le pot commun, mais il existe aujourd'hui 30 milliards de cotisations patronales pour différentes raisons. Certaines sont justifiées, il faut les conserver, d'autres ne le sont pas. Et par conséquent, il faudrait revenir dessus. Et enfin, et c'est une évidence, puisque je viens de parler de chômage, la meilleure façon de lutter contre le manque de financement, c'est de créer des emplois. 4 millions de chômeurs en France, 4 millions, si ces hommes et ces femmes étaient au travail, ça générerait 30 milliards de cotisations. Le déficit aujourd'hui est de 32 milliards.
Par conséquent, la première chose à laquelle nous devrions penser quand nous voulons sauvegarder notre système de retraite, c'est de créer l'emploi. D'accord, très bien. Je vais vous demander Olivier. Oui, je rapidement. souscris tout à fait. Hein. C'est vrai qu'il vaut mieux être jeune, en bonne santé et avoir un travail qu'être au chômage. Malheureusement, le chômage, créer de l'emploi, c'est bien, mais si c'était si facile que ça, tout le monde l'aurait fait. On sait que malheureusement, c'est pas aussi facile et c'est pas une recette magique. Il suffit pas de dire il faut créer de l'emploi pour créer de l'emploi, pour que l'emploi se crée. Et il va falloir prendre des mesures. Et quand justement tu dis que pour financer les retraites, il faut peut-être imposer plus finalement les entreprises, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure recette pour justement créer l'emploi. Donc c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, on est face à un cercle vicieux. C'est que soit on prend des mesures qui sont courageuses, qui sont peut-être pas populaires, mais qui consistent effectivement à prendre cette question. Tu dis même toi-même que la question de la démographie est centrale, et dans le temps d'après, tu dis que mais par contre, il ne faut pas qu'on prenne l'âge légal comme variable. C'est quand même un petit peu surprenant. C'est d'autant plus surprenant que même à gauche, hormis la parenthèse un peu surréaliste de la campagne contre la réforme des retraites, on avait eu quand même pas mal de voix qui nous disaient qu'il fallait cette mesure, il fallait augmenter l'âge de retraite. Même Martine Aubry, jusqu'à ce qu'elle soit rappelée à l'ordre par son aile gauche, le disait. Manuel Valls l'a dit. François Mitterrand, au moment où il a mis en place sa mesure, deux de ses ministres l'ont dit, en 1983, Michel Rocard et Jacques Delors, ont dit à l'époque que ça allait nous mettre dans une situation totalement catastrophique, et ils ont raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont rappelé dans le débat très récemment. Donc, cette question-là, il faut effectivement la trancher. Il y a un vrai problème démographique. On ne peut pas faire semblant de tourner autour du pot. Effectivement, ça serait bien de créer de l'emploi, mais c'est pas avec une baguette magique, et surtout pas avec une baguette magique consistant à augmenter les impôts qu'on va le faire. Et Olivier Vial, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement la réforme des retraites, s'il vous plaît ? Très brièvement, c'est en gros déjà système par répartition. Le système par répartition, c'est le système français. Sur le principe, c'est un système où à une date T, les cotisants financent les retraites de ceux qui sont déjà retraités. Ça, c'est sur le principe parce que depuis 2005, c'est déjà plus le cas. Puisque depuis 2005, on a une retraite sur 10 qui est financée par de la dette. Et donc, on n'est déjà plus dans un régime par répartition, on est dans un régime où on endette les générations suivantes. Donc le principe, c'était de revenir au moins à ce système-là, c'est que la masse des cotisations permet de financer les retraites. Donc il fallait effectivement voir comment on pouvait augmenter les retraites, et donc il y a plusieurs variables possibles. Il y a l'âge de départ de l'âge de retraite, il y a la durée de cotisation, et il y avait le montant des pensions. De façon très consensuelle, tout le monde s'est dit qu'on n'allait pas toucher au montant des pensions et qu'on n'allait donc pas diminuer la retraite, parce qu'effectivement il y a quand même une bonne partie des Français, il y a 600 000 Français qui sont déjà avec des retraites très très faibles, et donc il ne fallait pas diminuer les pensions. Par contre, on avait les deux autres indicateurs qui étaient possibles sur lesquels on pouvait jouer, c'était l'âge de départ et la durée des cotisations. La réforme des retraites a choisi de jouer sur les deux à la fois, parce que c'était le seul moyen de ne pas avoir chaque indicateur, chaque curseur a des avantages et des inconvénients. La durée de cotisation, ça a un très sérieux désavantage pour les jeunes, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui prennent un emploi tardivement, pour les femmes, pour celles qui ont une durée de travail avec des trous dans leur carrière. Et par contre, l'âge légal, effectivement, ça a un inconvénient pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Le fait de faire, d'utiliser les deux curseurs, ça permettait d'avoir une réforme qui était plus équilibrée et qui ne mettait pas le fardeau sur soit ceux qui ont commencé à travailler tôt, soit sur ceux qui commencent à travailler tard parce qu'ils ont fait des études. Pourquoi juste à ce moment-là, les personnes qui ont commencé à travailler à 18 ans devraient cotiser pendant 44 ans? C'est effectivement parce qu'on a choisi de jouer aussi sur l'âge légal, mais c'est parce que une partie de ces gens-là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Alors c'est vrai qu'on a en plus des mesures qui vont être mises en place avec la pénibilité, mais il y a deux choses, c'est que l'âge de départ à la retraite, ça conditionne effectivement le moment où on touche la retraite, et quand on commence à travailler tôt, effectivement on cotise plus vite. Par contre, ça ne veut pas dire que la durée de notre retraite sera plus faible, donc sera plus courte. Et donc il y a aussi besoin quand même, quelqu'un qui part à la retraite très tôt, il aura une durée de retraite plus élevée, et donc on devra le financer plus largement. C'est un jeu, le jeu par répartition est un jeu très bête, un jeu à somme nulle, et donc il faut avoir autant de cotisations que de pensions. Et vu les problèmes démographiques qu'on a cités en début, on sait
qu'il faut effectivement aller vers un système où on augmente le nombre de cotisations, parce qu'on a malheureusement de plus en plus de pensionnés arrivant avec le vieillissement de la population française.